Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans le 3e épisode de Légitime Défense, la chronique judiciaire qui vous évitera la garde à vue ou pas. Le 3 janvier dernier, pour bien commencer l'année, l'agression militaire des États-Unis contre le Venezuela a marqué une escalade brutale dans l'offensive impérialiste contre l'Amérique latine. Il s'agit d'un avertissement pour nous tous. We never asked for anything, and we never got anything. We probably won't get anything unless I decide to use excessive strength and force, where we would be, frankly, unstoppable. But I won't do that. C'est pour ça que dans ce nouvel épisode de Légitime Défense, il nous a semblé urgent de parler crise, militarisation et révolution. Puisque les démocraties libérales en crise et le capitalisme finissant, ça produit malheureusement la guerre, il faut urgemment construire des outils pour résister à la tendance à la militarisation de Macron et consorts, empêcher le discours belliciste de se normaliser et préparer la résistance. C'est une question vitale. Ne parlez pas de répression, de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Les idées dominantes sont celles de la classe dominante. La justice, elle, n'est pas faite pour autre chose que d'enregistrer des contrôles de normalisation et qui sont assurés par la police. D'abord, ce qui s'est déroulé il y a quelques semaines au Venezuela a un nom. C'est un coup d'État colonial. Cet acte de guerre et de violation de la souveraineté vise à imposer par la force un nouveau schéma de pillage extractiviste en assurant le contrôle des richesses stratégiques du Venezuela et en envoyant un message à toute la région et au-delà pour la discipliner. We're going to fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. Aussi, Trump s'est mis à menacer le reste de l'Amérique latine, des pays comme la Colombie, Cuba ou le Mexique. Colombia is producing a lot of drugs. They have cocaine factories that they make cocaine, as you know, and they sell it right into the United States. So he better wise up, or he'll be next. He'll be next too. Dernièrement, le Groenland. Trump assume de menacer jusqu'à ses alliés historiques, tout en osant affirmer que le principal danger sur le Groenland, ce serait, je cite, la Russie et la Chine. Des propos qui ont été repris par le ministère allemand de la Défense. Nous sommes dans un monde parallèle. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Tout ça nous rappelle un peu Nord Stream, quand les Européens ont dit que c'était les Russes qui avaient fait sauter leur propre gazoduc en Allemagne et que l'Allemagne n'a rien dit. Tout ça pour mettre sous le tapis la réalité que la puissance agressive aujourd'hui, celle qui menace le monde entier, c'est les États-Unis. Well, we need Greenland for national security purpose, because we need it for national security. That's for the free world. I'm talking about protecting the free world. Il faut donc dénoncer cette offensive de l'impérialisme américain. Mais ça implique aussi de mener une lutte politique intransigeante contre notre propre impérialisme. Macron s'est réjoui de l'arrestation de Maduro et Gabriel Attal a expliqué qu'il ne regrettait pas son départ. Rien de surprenant puisqu'en 2019, ils avaient déjà soutenu la tentative de coup d'État de Juan Guaidó. Ce positionnement a au moins le mérite de lever toute ambiguïté. Pour les impérialistes, la démocratie, ça les intéresse si ça permet de justifier des opérations coloniales meurtrières comme celle qui a tué près d'une centaine de personnes à Caracas. Leur discours sur la dictature, ça sert surtout à préparer les esprits à la guerre impérialiste, soi-disant au nom des droits de l'homme et de la démocratie. Narco-terrorists, dictators and despots take advantage of open borders to drive mass migration, to traffic in women and children, and to flood our communities with deadly fentanyl and violent criminals. Elle montre aussi que le droit international, c'est surtout la loi du plus fort. Il est très efficace lorsqu'il est aligné avec les intérêts des impérialistes et lorsque les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU permettent de justifier l'invasion de la Bosnie, du Kosovo ou le bombardement de la Libye, soi-disant dans l'intérêt des peuples. Oui, enfin, s'il n'y a pas de résolution, ça marche aussi, par exemple la Serbie, l'Irak, ou alors le détournement des résolutions en Syrie, en Libye. Enfin, on parlera de tout ça dans un prochain épisode, peut-être. Plus fondamentalement, cette situation, elle confirme que l'ère de l'illusion d'un ordre international pacifié est définitivement derrière nous. Après la guerre qui frappe aux portes de l'Europe, on a assisté aux bombardements américains et israéliens en Iran et au Liban, et maintenant à Caracas. Et le génocide en Palestine, dont la dénonciation est criminalisée un peu partout dans les démocraties libérales. Cette tendance à la guerre, Macron l'accueille et les impérialistes français ont la chance de pouvoir compter sur une 5e République pensée pour ça. Dans ce contexte, après la menace russe sur l'Europe, c'est la menace de Trump sur le Groenland que le régime voudrait utiliser pour justifier le réarmement des grandes puissances de l'Union européenne, multiplier les discours bellicistes et préparer idéologiquement toute une génération à la guerre. C'est pourquoi la patrie a besoin de vous, de votre engagement. Les décisions politiques, les équipements militaires, les budgets sont une chose, mais ils ne remplaceront jamais la force d'âme d'une nation. Notre génération ne touchera plus les dividendes de la paix. Il ne tient qu'à nous
que nos enfants récoltent demain les dividendes de nos engagements. C'est pour ça que déconstruire cette rhétorique guerrière est indispensable pour s'opposer aux nouvelles offensives que le pouvoir prépare sur la scène internationale, comme sur le terrain intérieur, contre les travailleurs, la jeunesse et les classes populaires. Le 18 novembre dernier, Fabien Mandon, chef d'état-major des armées, affirme que les travailleurs et la jeunesse doivent se préparer à sacrifier leurs enfants pour défendre la patrie. Quelques mois avant, en juillet 2025, c'est Macron qui déclare « Et au fond, soyons simples. Pour être libre dans ce monde, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. » Dans ce contexte, on assiste à un vaste plan de réarmement. Dans le sillage du plan européen Rearm Europe, la France prévoit de porter ses dépenses militaires à 64 milliards d'euros en 2027, soit un doublement depuis 2017. Et lors de ses vœux aux armées, Macron a même annoncé 36 milliards supplémentaires pour les années à venir. L'idée, c'est de moderniser les armées, avions, chars, marines, renouveler l'arsenal nucléaire, financer la poursuite des opérations extérieures et renforcer la contribution à l'OTAN. Cette hausse, elle vise aussi à respecter l'exigence adressée par les États-Unis à leurs alliés, aller vers 5% du PIB destiné à préparer la guerre dans les prochaines années. Aujourd'hui déjà, les pays de l'OTAN dépensent 12 fois plus que la Russie et 4 fois et demi plus que la Chine. Avec une norme à 5% du PIB, ce rapport atteindrait 20 fois plus. Derrière ces chiffres se cache une logique profonde. Nourrir notre complexe militaro-industriel, Dassault, Thales, Nexter, Airbus Défense, etc., pour renforcer une Europe forteresse, consolider une posture de puissance néocoloniale. Cette Europe de la défense devient une réalité. L'OTAN, c'est l'alliance des démocraties, mais pas pour la paix, pour la guerre. Mais cette offensive n'est pas que budgétaire, elle s'appuie sur un régime qui se militarise. Petit rappel du dernier épisode. La Ve République, c'est une architecture de pouvoir militaro-présidentiel qui naît en contexte de quasi-guerre civile, marquée par la crise algérienne et un putsch militaire en préparation. En gros, notre régime a été fondé par un militaire à l'issue d'un coup d'État. Pour De Gaulle, la Ve République doit permettre de moderniser le capitalisme français et de développer ses leviers de puissance. Ces derniers sont étroitement liés à l'armée, au maintien des colonies restantes et au développement de relations avec celles qui sont devenues indépendantes, type France-Afrique. Comme le synthétise l'économiste Claude Sarfati, à partir de 1958, le militaire va conquérir une place dans l'activité économique et politique, sans doute sans équivalent dans les autres pays démocratiques et peut-être même sans précédent en France. Cette centralité de l'armée pour le régime, elle se traduit dans la structure de l'industrie française où l'armement occupe un rôle central. La France, c'est le deuxième marchand d'armes dans le monde depuis l'année dernière, avec des entreprises comme Dassault ou Thales, qui sont d'ailleurs en train de se frotter les mains en ce moment. Le lien entre Ve République et armée se traduit aussi dans la structure de notre régime et même dans notre constitution. Elle inclut des mécanismes explicitement guerriers, rarement vus dans les démocraties libérales occidentales. Par exemple, l'article 15, le président, le seul et unique chef des armées. Mais surtout l'article 16, qui lui octroie dans la foulée des pouvoirs exceptionnels quasi illimités en cas de crise grave. Et surtout, selon le Code de la défense, c'est encore le président qui dispose du pouvoir, attention, discrétionnaire, de déclencher l'arme nucléaire. Mais, me direz-vous, que peut faire le Parlement ? La réponse, rien. Un vote au bout de 4 mois, c'est tout, c'est l'article 35. Mais 4 mois, c'est un petit peu long. Si on a une guerre nucléaire, on est déjà tous morts et enterrés. Toi tu vis, toi tu crèves. Donc, pour le dire autrement, la Ve République fait de la décision militaire l'un des cœurs du pouvoir exécutif avec un contrôle politique extrêmement faible. C'est ces pouvoirs qui ont permis à Sarkozy de lancer la guerre en Libye. Nous intervenons pour permettre au peuple libyen de choisir lui-même son destin. À Hollande d'initier les opérations au Mali. Les terroristes doivent savoir que la France sera toujours là. Encore avant, Mitterrand a pu envoyer des troupes au Rwanda pour former et équiper l'armée suprémaciste du gouvernement Hutu de Juvenal Habyarimana, puis l'appuyer en plein génocide à l'été 1994. Sous Macron, la logique de la Ve République s'intensifie. Déjà, la normalisation du Conseil de défense comme gouvernement occulte et parallèle. Initialement, il avait été conçu pour la guerre, pour les crises graves. Mais depuis Macron, le Conseil de défense et de sécurité nationale devient un lieu central de décision, soustrait au contrôle démocratique et parlementaire, protégé par le secret défense. Par exemple, pendant la crise sanitaire, souvenez-vous, c'est le Conseil de défense sanitaire qui a décidé du confinement, du couvre-feu, du pass sanitaire, sans compte rendu public, sans contrôle démocratique, et toujours protégé par le secret défense. Pour l'anecdote, les premières réunions se tenaient dans le bunker de l'Élysée au PC Jupiter. Ensuite, le poids des militaires dans l'exécutif s'est encore accru. Le chef d'état-major des armées est devenu une figure politique publique et il participe à des décisions à fort impact intérieur. Sentinelle, Vigipirate, mobilisation du militaire dans la sécurité intérieure.
Toutes ces transformations institutionnelles doivent bien sûr s'accompagner d'offensives idéologiques pour convaincre toute une génération de jeunes de défendre la patrie. Je suis convaincu que si nos ennemis voient notre détermination à nous défendre, à protéger ce que nous portons comme valeur, comme histoire, ils iront voir ailleurs, parce qu'ils savent que nous sommes plus forts. L'objectif ? Militariser la jeunesse, qui a été libérée du service militaire en 1997. D'abord, il y a le service national universel, SNU. Au départ, c'était le projet d'un quasi-service militaire pour toute une classe d'âge, avec un uniforme, des cérémonies, une pédagogie centrée sur la cohésion et l'esprit de défense. L'idée est simple, réinfuser la culture militaire dans la jeunesse. Ensuite, ceux qu'ils ont appelés les classes défense et sécurité globale, des dispositifs dans les collèges, dans les lycées, avec des parrainages d'unités militaires, des interventions pédagogiques des armées au cœur de nos collèges et lycées, avec d'énormes scandales, des dérapages type Fight Club, comme au lycée professionnel à Fontenay-sous-Bois récemment. Et maintenant, le service militaire, le vrai de vrai, pour, comme le dit Emmanuel Macron, je cite, « s'inscrire dans une évolution de long terme vers un modèle d'armée plus hybride, qui combine 200 000 militaires actifs, 47 000 réservistes et 80 000 en 2030, et les appeler. » Mais elle aura aussi un appui en profondeur, au cœur de la nation, cette nouvelle force issue de la jeunesse. Cette nouvelle force issue du service national. Et le problème, c'est que cette pression à la militarisation, elle structure aussi une partie de la gauche. De ce point de vue, la proposition de conscription citoyenne obligatoire de LFI exprime à sa manière la volonté de former une partie de la jeunesse à la défense. En réalité, les ambitions militaires et les mécanismes autoritaires sont toujours étroitement mêlés. Et dans les situations de crise, tous les outils pensés pour la guerre sont ensuite utilisés pour réprimer à l'intérieur. En effet, depuis 10 ans, cette priorité militaire s'accompagne d'un tournant sécuritaire intérieur. Durcissement du maintien de l'ordre face aux mobilisations, répression judiciaire des militants, rhétorique de l'ennemi intérieur, avec notamment la figure de l'islamo-gauchiste, surenchère nationaliste et islamophobe. Ça montre le lien évident entre l'ultra-gauche et l'islamisme. On l'a beaucoup dénoncé, ce qu'on appelait l'islamo-gauchisme, on a parfois été très critiqué, mais ce lien est évident. Le régime a développé un véritable arsenal militaire à mobiliser contre sa propre population, des armes soi-disant à létalité réduite. C'est le cas des LBD 40 que nous connaissons bien, ceux qui éborgnent, celles des grenades explosives, les Gli F4 qui mutilent, arrachent des mains. Il y a aussi des blindés pour la gendarmerie qui déambulent dans Paris, et puis les exosquelettes, les protections lourdes, etc., etc. De leur côté, les techniques dites de maintien de l'ordre sont inspirées de la doctrine de la guerre révolutionnaire testée en Indochine, puis en Algérie. Aujourd'hui, les NAS avec encerclement montrent une logique de contrôle territorial avec des interpellations préventives, l'éclatement des foules via les manœuvres de groupes mobiles, l'usage massif des forces d'intervention comme la Bravem ou la CSI qui sont formées à l'assaut rapide. Ce sont des techniques de contrôle d'un espace hostile, typique du maintien de l'ordre colonial. Tous ces dispositifs ont d'abord été testés dans les colonies avant d'être utilisés à l'intérieur contre les mouvements sociaux ces 10 dernières années. En 2018, contre la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. En 2023, contre les manifestations à Sainte-Soline, où pour la première fois peut-être, une mobilisation écolo est traitée comme un conflit militaire. On assiste à des scènes de guerre civile. Vous avez tous vu les images. Dites-vous que ces 4000 détonations en 2 heures, ça représente une détonation toutes les 2 secondes. Dans mon mandat, je me suis dit, je suis journaliste, je suis pas journaliste de guerre, c'est pas la même chose, je suis pas venu là pour me faire bombarder, je comprends vraiment pas ce qui m'arrive. Et la rebelote, en fait, c'est que j'ai même pas besoin de revenir qu'une autre grenade me retombe dessus. Et on pense évidemment au mouvement de révolte des Gilets jaunes, des jeunes de quartiers populaires après la mort de Naël ou encore du soulèvement en Kanaki. À chaque fois, le pouvoir mobilise la BRI ou des blindés contre des manifestants. Et regardez l'exemple des États-Unis. Il illustre de manière frappante la continuité entre guerre à l'extérieur et durcissement répressif à l'intérieur. La mort de René Nicole Goode, abattu par un agent de l'ICE, la police fasciste de Trump, montre comment la rhétorique anti-immigration nourrit une dynamique répressive contre les mouvements sociaux sur le sol même des États-Unis. La dictature, c'est d'abord pour les étrangers, mais ça préfigure le fascisme à grande échelle, aux États-Unis comme en France. Mais ça, on en débattra peut-être dans un prochain épisode. Pour le dire autrement, la pression à la militarisation, c'est une tendance de fond qui exprime le besoin des classes dominantes de continuer à défendre leurs intérêts dans une situation de crise profonde du capitalisme. C'est pour ça que la militarisation sous Macron n'est pas une anomalie. C'est l'aboutissement de la Ve République, régime pensé dès l'origine pour gérer la guerre, les crises et les insurrections. L'analyse de mon père
d'un certain nombre d'autres compagnons du général de Gaulle était que si l'on veut restaurer l'autorité en France, si on veut que la France existe, il faut qu'il y ait des institutions qui permettent à l'État de décider, d'ordonner, de commander. Et dans cette situation, comment résister ? Déjà, au niveau constitutionnel, il y a une faille énorme dans notre Constitution. On l'a vu, c'est l'article 35. Mais même s'il n'y en avait pas, ce serait contourné. C'est ce que fait Trump lorsqu'il envahit le Venezuela pour kidnapper un dirigeant. C'est complètement inconstitutionnel du point de vue de la Constitution américaine. Il aurait fallu une autorisation du Congrès pour des opérations militaires de ce type. Ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il n'a jamais fait. Il faut être prêt à résister en dehors des institutions. Le Parlement français doit être prêt à dire non à la guerre, même s'il n'en a pas les moyens juridiques. Pour un véritable contrôle parlementaire, il est urgent de mettre en place des commissions d'enquête parlementaires et d'organiser un grand débat à l'Assemblée nationale. Il faut aussi utiliser tous les outils que nous n'avons pas pour résister consciemment à la répression, c'est-à-dire se mobiliser en dehors des institutions. Parce que le durcissement autoritaire, ça implique de se préparer consciemment à la répression de la contestation. Maintenant, quand on va en manifestation, il faut avoir quelques réflexes et se préparer à affronter une garde à vue ou une interpellation. C'est exactement à ça que servent les différents collectifs de défense qui regroupent des avocats et des juristes qui choisissent de mettre leurs compétences au service de la lutte contre la répression. Vous pouvez consulter les kits mis en ligne par le collectif d'action judiciaire et garder en tête quelques principes de base. Garder le silence en garde à vue, toujours demander un médecin et un avocat. Mais la réalité, c'est que face à la force, le droit ne nous protège que très peu. C'est d'abord une lutte politique et idéologique incontournable qu'il faut mener. Il faut surtout refuser la propagande de guerre. Il faut arrêter ce discours binaire démocratie contre dictature qui vise à créer le consentement à la guerre, qui falsifie l'histoire. And I'll tell you just a little story. A week ago, May 8th, I'd call up a certain country and they said, "Oh, we're celebrating the victory of World War II today, sir." And the fact is, Russia was celebrating, France was celebrating, everybody was celebrating but us. And we're the ones that won the war. We won the war. And they helped. But without us, they don't win the war. We're all speaking German. Il faut surtout exiger la dissolution de l'OTAN, qui est une organisation belliciste qui ne nous mènera qu'à une guerre, qui ne peut être qu'un massacre, comme toutes les guerres, pour les classes populaires. Il faut combattre le chauvinisme de gauche ou de droite, parce que si on n'est pas internationaliste aujourd'hui, on sera nationaliste demain, de gré ou de force. C'est pour ça qu'il faut participer massivement aux mobilisations de solidarité internationale. En Allemagne, 55 000 jeunes sont descendus dans la rue pour s'opposer au service militaire. En Italie, contre le génocide en Palestine, les dockers de Gênes ont été à la tête de la plus grande grève anti-impérialiste de ces dernières années, s'inscrivant dans la grande tradition des mobilisations de soutien à l'Algérie ou au Vietnam. Il faut renouer avec l'héritage anti-impérialiste et anti-guerre, celui des révolutionnaires allemands comme Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht, qui s'étaient toujours opposés à la guerre de 1914. En 1913, lors d'un meeting à Francfort qui rassemblait plus de 6 000 ouvriers, Rosa Luxemburg s'oppose à la guerre et appelle les travailleurs à combattre leur propre bourgeoisie impérialiste qui les envoie au massacre pour défendre leurs intérêts capitalistes. Au cours de la manifestation du 1er mai 1916, Karl Liebknecht proclame « à bas la guerre, à bas le gouvernement » et il est immédiatement arrêté. Le jour de son procès, 55 000 ouvriers se sont mis en grève pour le soutenir. Face aux tendances à la guerre et à la militarisation, c'est à ce type de grande confrontation qu'il faut se préparer consciemment. Souvenez-vous, la guerre impérialiste est toujours contre-révolutionnaire. Elle sert à s'approprier des ressources, mais aussi et peut-être surtout à maintenir un ordre social contesté, surtout lorsque, comme aujourd'hui, la démocratie libérale capitaliste occidentale a conscience d'être déjà en fin de partie. Si vous voulez en savoir plus et approfondir les sujets qu'on a évoqués, on vous invite à lire les ouvrages de Mathieu Rigouste, L'ennemi intérieur et La guerre globale contre les peuples. Vous pouvez aussi lire les ouvrages de Claude Sarfati, L'État radicalisé ou Le militaire. Pour comprendre la logique des États-Unis, Brzezinski, Le grand échiquier. Et puis, pour prendre le contre-pied de tout ça, Deleuze et Guattari, Mille plateaux, le traité de nomadologie, la machine de guerre. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de lire les grands classiques du marxisme, Rosa Luxemburg, Lénine, et puis le manifeste du Parti communiste lui-même, où Marx explique « Abolissez l'exploitation de l'homme par l'homme et vous abolirez l'exploitation d'une nation par une autre ». Je vous recommande aussi un excellent ouvrage d'Eugénie Merriot, La dictature, une antithèse de la démocratie, chapitre spécial sur les démocraties et la guerre. Et La poésie puissante de Bertolt Brecht, traduite en français sous le nom L'ABC de la guerre chez l'édition Arche.
Quand ceux d'en haut parlent de paix, en bas on sait que la guerre arrive. Quand ceux d'en haut disent « à bas la guerre », en bas on sait que les papiers sont prêts et que les listes aussi. Quand ceux d'en haut disent « la paix, la guerre », en bas on sait que c'est déjà la guerre. De leur paix naît la guerre comme l'enfant de sa mère. La guerre détruira encore ce que la paix avait pu laisser éclore. La guerre achève le travail, tue ce que la paix avait laissé debout. Sur le mur à la craie, on lit « Vive la guerre ». Mais celui qui l'a écrit est déjà mort. Quand ceux d'en haut disent « Par ici la gloire », en bas on sait « Par ici la terre ». La guerre qui vient n'est pas la première. Il y en a eu d'autres, il y a eu des vainqueurs, des vaincus. Mais toujours à la fin, c'est le peuple qui crève de faim. Puis vient l'ordre de marcher. Beaucoup ne savent pas que c'est l'ennemi qui marche à leur tête, que c'est sa voix qui commande la défaite, que c'est sa voix qui est l'ennemi. La voix qui nomme l'ennemi est l'ennemi. Il fait nuit, les couples dorment, les femmes portent dans leur corps des orphelins.